Reprendre le cheminement chronologique de ce qu'on a discuté tout à l'heure. J'ai terminé sur une conclusion qui rappelait les conditions climatiques et leur propension à générer des baies de taille petite et puis à faire bien fonctionner la plante. Puis il a plu, puis elle a bien fonctionné. Et on va maintenant parler de la maturité. Juste avant, cependant, en conclusion 2 bis, je voudrais faire remonter les résultats de travaux très récents qui montre qu'en fait, on peut inférer des conséquences en termes de production liées à ces caractéristiques climatiques. Par exemple, si on cite les travaux de Guilpart et de son équipe, ils ont montré que des déficits azotés ou des déficits hydriques sur la période 400-700 degrés jour, qui correspond à celle de l'établissement rapide de la surface foliaire, ont une conséquence sur le rendement de l'année suivante. Donc ça permet de lever déjà un intérêt pour arriver à cartographier ou à prédire ou mesurer ou quantifier ces variations de la production en fonction de déficits qui sont hérités d'un millésime passé. Et le deuxième point, c'est d'après les travaux de Keller, donc à Washington, qui a montré qu'on peut aussi arriver à percevoir un petit peu les variations sur le rendement d'après la vitesse de la croissance de la vigne pendant sa phase de vitesse maximale. Donc, pourquoi j'interviens sur ces points-là? C'est parce que dans un esprit de lier des connaissances et des concepts physiologiques sur des résultats qui affectent directement les performances du vignoble, on peut se dire qu'on va pouvoir mettre en relation des estimations de rendement avec des événements climatiques, soit de l'année en cours, soit de l'année précédente. Donc ça me permet d'introduire le travail d'Aurélien et de Bruno sur les tentatives qui sont faites aujourd'hui d'améliorer la prévision et la quantification du rendement. Merci Thibaut, merci Sébastien, merci de me donner l'opportunité de présenter ce travail. Moi, je suis épaté par l'exercice précédent. Vraiment je voulais vraiment féliciter les jeunes qui ont présenté leur thèse en 3 minutes. Je trouve que c'est vraiment passionnant de voir la diversité des travaux qui sont menés. En même temps, ça rend humble, je trouve, devant l'étendue des connaissances qu'il y a encore à avoir et de voir tout ce qu'il est possible de grappiller quand on se pose les questions dans le détail. Je pense que c'est infini et vraiment, je trouve ça passionnant. Donc merci, vraiment merci pour ces présentations. Donc je voulais vous présenter donc un travail qu'on a mené sur comment améliorer en fait l'estimation du rendement sur la base d'images aériennes NDVI qui nous permettaient en fait de voir un petit peu quelle était la variabilité spatiale du vignoble. Alors ce travail vient juste d'être publié, donc on est un petit peu content parce que c'est notre premier vraiment travail d'investigation et de recherche dans le domaine de l'échantillonnage spatial. Je pense que pour nous, c'est vraiment un début, c'est une amorce et il y a là encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est un travail qui a été mené en collaboration, naturellement, IRSTEA, Montpellier, Supagro, mais également vous pouvez voir mes collaborateurs d'Italie et puis naturellement l'Institut coopératif du vin qui est basé à Latte. Bon, je ne reviens pas sur la nécessité de connaître, ou du moins d'estimer au mieux le rendement avant les vendanges. Par contre, j'insiste sur le fait que c'est une variable qui est difficile à estimer précisément, le rendement moyen à l'échelle parcellaire. Alors pourquoi? Alors là, par contre, on a beaucoup de recul, parce que j'ai travaillé sur des projets sur lesquels on avait des capteurs de rendement embarqués sur les machines à vendanger, qui nous permettaient comme ça d'avoir des milliers de points de mesure par parcelle. Donc un projet similaire mené en Espagne, en Australie, ce qui nous a permis, nous, d'avoir une base de données assez conséquente et de voir que, alors je vous donne les chiffres, ça ne veut rien dire comme ça dans l'absolu, mais le rendement en viticulture, au niveau intraparcellaire, est une donnée qui est très variable. Et c'est intéressant parce que moi j'appartiens à une communauté qui est celle de l'agriculture de précision, et quand on compare les données de variabilité qu'on a en viticulture comparées aux grandes cultures, colza, maïs, tout réuni, c'est sans commune mesure. On a vraiment une variabilité très importante où qu'on soit dans le monde et quels que soient les modes de conduite. Et ça pose une question parce que sur une parcelle sur laquelle on a une variable qui est très variable, donc une distribution très importante, arriver à produire une estimation de la moyenne sur cette parcelle, c'est un sacré challenge.
Alors, je me suis amusé à reprendre en fait les caractéristiques statistiques. Je me suis fait un point de pas me présenter d'équation pour essayer d'être le plus clair possible. Mais si on reprend les bases de la statistique classique, avec un coefficient de variation moyen qu'on a observé nous sur les parcelles viticoles, et en reprenant des travaux qui ont été publiés en 1992, on s'aperçoit que il faut pratiquement faire 400 mesures sur une parcelle pour produire une estimation qui soit dans un intervalle de confiance à 5% autour de la valeur vraie. Ça vous donne une idée de la dimension du problème. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour améliorer comment, finalement, au niveau du pied ou au niveau de 5 pieds, comment on va optimiser en fait les procédures d'observation, de comptage de baies, de comptage de grappes, de mesure de poids de grappes moyen. Donc, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits. Par contre, il y a des possibilités d'amélioration qui ont été très peu abordées dans la littérature. Et l'une, elle est basée en fait sur les observations que nous on a faites grâce à nos cartes de rendement, qui est de dire que certes, le rendement est très variable, mais cette variabilité est structurée dans l'espace. Ce n'est pas complètement désordonné, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des parcelles, on a des zones de fort rendement, de faible rendement. Et finalement, voilà, c'est une information qui est quand même importante à considérer pour essayer de produire un plan d'échantillonnage optimisé en fonction de cette variabilité-là. Et l'autre phénomène concomitant, en fait, c'est aussi la disponibilité de données à haute résolution spatiale. Donc Sébastien Debusson en a parlé tout à l'heure. Par exemple, ça peut être le Physiocap, mais on peut avoir d'autres capteurs, aéroportés, télédétectés, etc., qui constituent en fait des informations auxiliaires à haute résolution. Et beaucoup de travaux qui vont permettre d'appréhender l'expression végétative de la vigne, la vigueur, la biomasse produite, en fonction du type de capteur. En tous les cas, dans la littérature, ce qu'on démontre, c'est qu'en fait, ces zones d'expression végétative sont plus ou moins corrélées au rendement. Donc là, il y a un certain nombre de travaux qui ont mis en évidence, notamment en Australie, mais également au Chili et en Europe, des liens plus ou moins évidents entre ces informations et le rendement. Alors, nous, l'objectif de l'étude, il est assez humble. Il est de tester en fait plusieurs approches d'échantillonnage orientées en fonction d'images multispectrales, donc en fonction d'images issues d'avions et qui permettent d'avoir un indice qui est lié en fait à l'expression végétative de la vigne. Donc, ce qu'on a envisagé, c'est une approche qui est combinée à une méthode d'estimation en 2 étapes, donc pour introduire de la richesse en fait, qui a été proposée par Wolpert et Villas. Donc, je vous donne les références. Alors le constat il est assez simple. Plus on va produire des observations au niveau intraparcellaire, plus on a de chances que l'estimation qu'on va produire s'approche de la valeur vraie. Mais l'idée de Wolpert et Villas, c'est de prendre en considération des contraintes pratiques. Et c'est de dire, voilà, on va dissocier l'observation des composantes de rendement en 2 étapes. La première étape, c'est à la floraison, où on va pouvoir faire un comptage du nombre de fleurs, parce que c'est facile, on peut en faire beaucoup, c'est rapide, c'est non destructif. Naturellement avec l'hypothèse qui est que le nombre de fleurs correspond au nombre de grappes à la vendange. Et puis une deuxième étape qui est un petit peu plus difficile à réaliser, en tout cas plus lente et certainement destructive, qui est d'estimer en fait le poids moyen d'une grappe. Et ces 2 composantes, nombre de grappes moyen sur la parcelle et poids moyen d'une grappe, nous permettent de produire une estimation du rendement. Donc j'insiste sur ces 2 étapes, on y reviendra tout à l'heure, et le nombre d'observations en fait peut être différent naturellement à l'étape 1 et à l'étape 2. Donc la question finalement qu'on s'est posée, c'est est-ce que le positionnement des observations au niveau d'une parcelle, effectué en fonction d'une image aérienne, donc NDVI, apporte-t-il un intérêt par rapport à un échantillonnage complètement aléatoire ? Si oui, est-ce qu'il apporte un intérêt pour la première étape, c'est-à-dire compter le nombre de grappes ou le nombre d'inflorescences, ou pour l'étape 2, c'est-à-dire estimer le poids moyen d'une grappe, ou les deux. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce type d'information qui va nous renseigner à un moment donné sur la variabilité spatiale de l'expression végétative de la vigne et d'orienter en fait le positionnement des échantillons en fonction de cette structure spatiale ou de motifs spatiaux qui ont été mis en évidence par cette image. Alors comme on a procédé, donc la localisation est importante, on a un Languedoc-Roussillon, j'y reviendrai plus tard, donc sur le domaine INRA de Pêche Rouge. On a travaillé sur 9 parcelles, donc là je vous donne tout le parcellaire, mais en gros c'est 9 parcelles, Syrah, Carignan, en ce qui nous concerne.
un échantillonnage. Ce qu'on a fait, c'est un échantillonnage exhaustif sur ces parcelles, 45 sites en moyenne, et où on a compté le nombre de grappes et on a estimé le nombre de baies et le poids moyen des grappes sur 5 pieds contigus. Donc vous avez toutes les composantes du rendement qui ont été estimées sur chacun de ces sites. Donc concrètement, ça donne quoi? Donc je l'ai mis sur une image visible pour représenter, mais là on voit bien sur cette image, par exemple, qu'on a un gradient d'expression végétative. Donc dans la partie basse, ici, une expression végétative forte. Ici, une expression végétative plus faible. On répartit de manière systématique tous les points d'échantillonnage sur la parcelle. Ce sont ces points rouges. Et ensuite, on va procéder en 2 étapes. À partir de ces données, donc sur les 9 parcelles, ce qu'on va s'amuser à faire, entre guillemets, c'est des tirages pour simuler en fait des échantillonnages ou des observations. Donc là, vous avez à chaque fois, on considère l'étape 1, l'étape 2. Donc là, vous avez par exemple le résultat d'un tirage aléatoire sur cette parcelle, où on a 5 sites, donc 5 points d'observation. Pour l'étape 1, aléatoire. Pour l'étape 2, aléatoire. Donc pour les 2 étapes, on a un tirage aléatoire. Puis un autre exemple, qui est aléatoire stratifié, où là, pour l'étape 1, c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est le nombre de grappes, on fait un tirage aléatoire, c'est les points rouges. Et puis, pour estimer le poids moyen d'une grappe, là, on va faire un échantillonnage stratifié. Donc, vous voyez que, par exemple, les points bleus, c'est la 2e étape, sont répartis pour prendre en compte la zone faible, la zone forte, et puis un point intermédiaire au milieu. Donc, 2e type d'échantillonnage. On a envisagé un 3e type d'échantillonnage stratifié pour les 2 étapes, donc étape 1 et étape 2. Donc à chaque fois, je vous montre le résultat pour 5 points de mesure, mais à chaque fois, on a fait varier naturellement le nombre d'observations. Et puis, une étape stratifiée et une étape modèle. Donc stratifiée pour l'étape 1, donc le nombre de fleurs, et puis modèle. Alors là, c'est un cas un petit peu particulier. C'est issu de travaux d'ailleurs qu'on avait fait avec Fruits Sciences il y a maintenant 2 ou 3 ans, qui consiste à dire, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échantillonner, on va positionner nos points d'observation en fonction du gradient et on va essayer de voir s'il y a une relation linéaire ou s'il y a un modèle qui nous permet de relier l'image aérienne à, par exemple, là, auquel cas c'était le poids moyen des grappes. Et l'idée, c'est si on arrive à trouver une corrélation, même si elle n'est pas si bonne que ça, on va considérer qu'elle va nous permettre d'améliorer l'estimation, c'est de reconstituer le poids moyen sur toute la parcelle, de faire la moyenne sur la parcelle et ensuite d'essayer de produire une estimation la plus juste qui soit. Alors, comment on a procédé? En fait, on a procédé par simulation, pour toutes nos parcelles, à partir de nos échantillons systématiques. On a fait des simulations à chaque fois, pour chaque méthode d'échantillonnage, simulation 1, simulation 2, simulation 3. On en a fait 1000 à chaque fois, donc 1000 tirages pour chaque méthode d'échantillonnage. Et ce qu'on a regardé, simplement, à chaque fois, ça nous produit un résultat qui va varier en fonction de là où on a positionné ou comment sont positionnés les points d'observation. Donc je l'ai représenté par une distribution normale, c'est pas vraiment une distribution normale dans certains cas, mais en gros ce qu'on voit c'est que là par exemple c'est pour cette parcelle-là, ce serait la moyenne de tous mes points. Je vais considérer que cette moyenne c'est un bon estimateur de la valeur vraie. Et ensuite, ce que je vois, c'est que tous mes tirages, tous mes échantillons vont générer des valeurs qui vont osciller autour de cette valeur vraie. Donc ce qu'on voit, c'est quand même que l'estimateur, par exemple, dans ce cas-là, n'est pas biaisé, il tend vers la valeur vraie, mais vous voyez qu'on peut avoir des estimations qui s'éloignent considérablement de la valeur vraie. Donc quelque part, cet écart-là, je vais calculer une erreur moyenne qui va me permettre de savoir si mes estimations globalement pour une méthode sont très dispersées autour de la valeur vraie ou au contraire très concentrées. Donc ça va me donner une idée de la qualité de la méthode d'échantillonnage. Alors premier résultat, donc on a fait d'abord, là on voit rien, c'est pas grave. J'avais pas mis de formule, j'ai pas pu m'empêcher de mettre une analyse en composante principale que je vais commenter simplement. Non, d'abord ce qu'on a essayé de voir, c'est comment nos composantes du rendement pouvaient être liées en fait à notre indice de vigueur. Alors, donc je ne vais pas commenter l'analyse en composantes principales, mais ce qu'on voit, la première chose, c'est que notre indice d'expression végétative, est corrélé au poids des baies, à la vendange et à la véraison.
et que c'est une corrélation stable dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une série temporelle d'images, on le devine sur le graphique, mais en gros, cette corrélation, on la retrouve. C'est-à-dire que nos zones d'expression végétative sont assez stables, et donc du coup, on retrouve toujours ce lien. Alors ça, bon, je pense que je fais référence à la présentation de Kiss, mais je pense que ça s'explique parce que dans nos conditions méditerranéennes, les zones d'expression végétative faibles correspondent en fait à des zones très contraintes, et donc forcément on a des baies plus petites, et c'est la raison pour laquelle on trouve ce lien fort entre zone d'expression végétative et poids des baies ou taille des baies. Par contre, on n'a pas trouvé, ou peu, ça va dépendre des parcelles, de corrélation en fait évidente entre le nombre de grappes par pied et le NDVI, donc que ce soit pour le nombre de grappes par pied ou pour le nombre de baies par grappe. Donc pas de lien évident. Deuxième question qu'on s'est posée, ok, ça commence à devenir pas évident, c'est finalement quelle est la composante du rendement qui a le plus d'impact sur la qualité de l'estimation finale. Donc là, on a pris notre modèle, qui est le modèle d'estimation. On multiplie les composantes pour obtenir le rendement moyen de la parcelle. Et on a appliqué une méthode d'analyse de sensibilité pour voir quelle était la variable qui induisait le plus d'imprécision sur, finalement, l'estimation du rendement. Alors là, ça s'exprime en pourcentage. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que la variable qui a le plus d'impact, naturellement, c'est l'estimation du nombre de grappes. Si on connaît pour 60%. Vient ensuite le nombre de baies, et malheureusement pour nous, vient ensuite le poids moyen des baies. Donc ça veut dire concrètement que quand on travaille avec notre image, en fait le facteur a priori qui sera quand on a une image dans nos conditions, quand on a une image d'expression végétative à haute résolution spatiale, on a bien vu que finalement c'était pour le poids des baies qu'utiliser cette information, ça devenait intéressant. Malheureusement, ce n'est pas la composante qui a le plus d'impact sur la qualité d'estimation finale. Donc les résultats qu'on avait sont assez délicats à analyser, c'est-à-dire que l'information NDVI, on a vu, présente un intérêt certain pour échantillonner au moins le poids des baies, mais le poids des baies est la composante qui a le moins d'importance sur l'imprécision de l'estimation du rendement. Et en plus, on a obtenu, alors je ne les présente pas, mais des conclusions assez variables en fonction des parcelles. Donc, pour toutes ces raisons, on a quand même décidé de faire des simulations et de regarder comment on pouvait améliorer l'estimation du rendement, sachant qu'à la vue de ces résultats-là, il ne faut pas s'attendre à des résultats mirobolants. Je suis désolé, j'ai des mauvaises nouvelles, ou pas des très très bonnes nouvelles pour la profession. Néanmoins, donc voilà les résultats, on va les commander vite fait. Donc ici, ce que vous avez, c'est pour chaque simulation, c'est le nombre d'observations, c'est-à-dire le nombre de sites qu'on a considérés, soit 3, 4, 5, 6. On est allé jusqu'à 7. On travaille avec l'Institut coopératif du vin qui, dans ces conditions-là, estimait que 5 sites, c'était quelque chose de raisonnable d'un point de vue contrainte opératoire pour le temps de travail. Ce que vous avez là, c'est l'erreur moyenne qu'on a observée. Alors, vous voyez qu'elle est très élevée. Par rapport à un objectif qui était initial, qui était de 10%. On considérait qu'à 10%, on commençait à avoir une estimation relativement intéressante du rendement. Et ce que vous avez ici, c'est en bleu, par exemple, c'est la méthode aléatoire qu'on a couplée à une méthode statistique classique pour voir si on était bon dans notre approche. Donc vous voyez que les deux sont confondus. Donc ça veut dire que globalement, le tirage aléatoire qu'on a observé ou qu'on a généré, nous, il correspond tout à fait à ce que la théorie dit. La théorie statistique. Et ensuite, ce que vous avez, c'est les différentes méthodes qui. Alors, on voit deux grandes classes. Alors, je crois que sur la diapositive suivante, je l'ai un petit peu commenté. Qu'on introduit du stratifié, globalement, on gagne 10% sur l'estimation. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que naturellement, plus pour toutes les méthodes, plus le nombre d'observations augmente. Et naturellement, l'erreur diminue, donc la qualité d'estimation augmente. Ça, on s'en doutait un petit peu. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'effet de la stratification, elle a un effet certes limité, mais elle a un effet quand même. Elle permet de gagner en précision. Donc dès qu'on introduit par exemple de la stratification, en fonction de l'image, on va gagner à peu près 10%, quelle que soit la méthode et quel que soit le nombre d'échantillons. Quand on introduit de l'aléatoire avec du stratifié, on est à peu près de l'ordre de 5% en termes de gain de précision. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est qu'on est toujours loin du résultat à escompter. Nous, en l'occurrence, c'était 10%. On voit que clairement, si j'augmente encore mon nombre d'observations, je vais tendre
vers cette erreur qui était fixée comme l'objectif dans cette étude. Néanmoins, ça devient intenable en termes de ressources humaines et de temps de travail. Alors, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est quelle que soit la parcelle, l'échantillonnage orienté en fonction du NDVI, quelque part, moi je dirais qu'il ne peut qu'améliorer la qualité du résultat. Il ne faut pas s'attendre à des gains extraordinaires, mais en tous les cas, on l'améliore, donc on tend vers quelque chose qui est mieux. L'amélioration attendue est en moyenne de l'ordre de 10% lorsque la stratification est effectuée sur toutes les composantes du rendement. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des connaissances qu'on a, il est difficile d'améliorer l'estimation du rendement sur la simple base des hypothèses qu'on a formulées dans cette étude, sans mettre en œuvre un nombre d'observations plus important. Alors par contre, ce qu'on peut faire, voilà, donc ça c'est tout l'intérêt de la méthode en 2 temps, c'est introduire dans l'étape 1 un nombre plus important d'observations. C'est une information qui est facile à acquérir, en tout cas plus facile à observer, non destructive. On peut aller plus vite pour le faire. Et puis s'appliquer à faire un échantillonnage stratifié en fonction des informations à haute résolution disponibles, pour peu qu'elles soient pertinentes, avec un nombre d'échantillons réduit, mais vraiment très bien positionné sur la parcelle en fonction de la variabilité observée. Alors sur les échantillons, on s'est amusé à le tester. Donc du coup, on avait la possibilité. Malheureusement, notre dispositif expérimental ne nous permettait pas d'aller très très loin par rapport au nombre de fleurs. Mais ça, c'est une approche qui, à mon avis, est tout à fait pertinente, considérant que le nombre de fleurs qu'on a à la floraison sera le nombre de grappes qu'on a à la vendange. Et alors, malheureusement, on a dû s'arrêter là, mais on a présenté ces résultats à nos collègues de l'Institut coopératif du vin qui disaient, mais oui, ça c'est une approche qui est tout à fait envisageable, réaliste, pour peu qu'on s'organise bien et qu'on fasse nos comptages de fleurs en début de saison. Voilà. Donc là, en fait, c'est des résultats, vous voyez, on tombe à 15%, ça, 11, c'est le nombre de sites qui ont été observés, donc de fleurs comptées. Je rappelle, un site, c'est 5 pieds consécutifs. Et puis, seulement 3 observations orientées pour estimer le poids moyen d'une grappe. Donc on arrive à 15% d'erreur et on voit qu'on pourrait obtenir facilement 10% d'erreur. Voilà les conclusions. Bon, je vais passer très très vite. Le positionnement des observations sur la base d'une image aérienne apporte un intérêt par rapport à un échantillonnage classique. Attention, toutefois, c'est un intérêt qui reste quand même limité. On a vu pourquoi. Peu intéressant, ça reste à valider dans d'autres conditions pédoclimatiques pour l'étape 1. Donc, je vous rappelle, c'est l'estimation du nombre de grappes à la floraison. Par contre, très intéressant pour orienter, en tout cas dans nos conditions méditerranéennes, l'étape 2, c'est-à-dire estimer le poids moyen des grappes en fonction du niveau de vigueur ou du niveau d'expression végétative, suivant l'information qui est disponible. Donc, moi, à mon avis, l'intérêt, c'est d'arriver à combiner à un moment donné, encore toujours pareil, je prends vraiment des pincettes parce qu'on n'a que 9 parcelles sur un site donné, mais une approche exhaustive aléatoire pour l'estimation du nombre de grappes à la floraison et une approche orientée avec un nombre d'observations très limité pour estimer le poids moyen des grappes à la vendange. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Laurence Mercier, Moët & Chandon. J'aurais souhaité savoir si, en dehors du NDVI, tu pensais qu'on pouvait utiliser d'autres cartographies. Je l'ai peut-être dit, notamment le Physiocap, par exemple. Moi, je pense qu'en fait, il y a plein d'autres informations qui pourraient être utilisées. Tout va dépendre dans le contexte dans lequel tu es. Finalement, l'information à haute résolution, l'information auxiliaire à haute résolution que tu vas utiliser, il faudra juste vérifier qu'elle est intéressante par rapport à une des composantes du rendement. Et je pense que là, en fonction des contextes, je pense que Kees pourrait répondre beaucoup mieux que moi à cette question-là. Nous, effectivement, dans les conditions méditerranéennes, le Physiocap, à mon avis, par rapport à une image NDVI, tout à fait, complètement. Après, dans d'autres situations, je ne peux pas te répondre. Mais dans d'autres situations, je pense à la résistivité électrique. Si on sait que, par exemple, si on a des types de sols et qu'on les connaît bien et qu'ils ont un effet sur une des composantes du rendement, pourrait être tout à fait pertinent. La topométrie aussi, pourquoi pas, etc.
Oui, donc Bruno, merci pour cette présentation intéressante. Si on fait une estimation de rendement, la question aussi, c'est pourquoi faire? Parce que de la façon dont vous l'avez abordé, avec le poids des grappes mesuré juste avant la récolte, ça veut dire que vous avez la réponse juste au moment de la récolte. Alors il peut être intéressant, notamment pour des prévisions d'éclaircissage, d'avoir des estimations de rendement beaucoup plus tôt en saison, c'est-à-dire avant la véraison. Et là, évidemment, à ce moment-là, on n'a pas le poids des grappes à maturité, quoi. Alors, clairement, nous, on n'était pas du tout dans ce contexte-là. Enfin, on était vraiment en Languedoc, hein. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est logistique, en fait, hein. Donc, c'est essayer d'avoir une estimation la plus fiable possible au moment des vendanges pour l'organisation de la cave ou l'organisation des chantiers de récolte, machines à vendanger, bennes, etc. Donc, on était vraiment dans cette optique-là. Par contre, je ne sais pas si tu as vu, il y a un résultat quand même qui peut t'intéresser. C'est que ce qu'on met en évidence, en tout cas dans nos conditions, je suis très prudent, hein, en tout cas dans nos conditions, c'est que la corrélation est aussi vraie pour, par exemple, le poids des baies, que ce soit à la vendange comme à la véraison. Oui, oui. Le poids des baies à la récolte est très bien corrélé Voilà, au poids des baies ouais, à la véraison. Et ça, c'est très stable dans le temps, hein. J'avais travaillé un petit peu la question justement pour de prévision d'éclaircissage et je m'étais penché sur l'estimation du poids des grappes qui dépendent de beaucoup de facteurs, qui dépendent bien sûr du cépage, mais ça dépend beaucoup de l'état sanitaire des parcelles. Et on se rend compte que des parcelles virosées produisent des grappes beaucoup plus petites. Et donc, au fait, si on décompose l'effet de différents facteurs sous le poids des grappes, il y a un effet parcelle qui est assez net. Et il y a un effet, évidemment, millésime. Parce qu'en fonction du millésime, il y a un taux de fécondation qui peut être différent ou des poids des baies qui peuvent être différents. Et donc, il y a tout intérêt sur une exploitation, déjà, de se faire une base de données avec les poids des grappes moyennes par parcelle, parce que très souvent, dans le Bordelais, dans les estimations de rendement, on rentre des données types, on va dire, bon, le Cabernet Sauvignon, c'est 150 grammes, le Merlot, c'est 180 grammes, mais quand on regarde la réalité, suivant les parcelles, les valeurs que nous, on avait trouvées, c'est par exemple pour le Merlot, ça varie de 120 à 240 grammes en moyenne par une parcelle sur plusieurs années. Et donc déjà, si on connaît ces valeurs-là, on peut déjà un petit peu préciser. Et donc, voilà, une idée, c'est vraiment de constituer des bases de données, poids des grappes, parcelle par parcelle. Ça peut aussi énormément contribuer à affiner cette estimation qui est très difficile, hein, parce qu'effectivement, moi j'estime déjà à 20% d'erreur, on est très bon, quoi, hein. Oui, je pense que c'est très difficile de faire mieux que 20% d'erreur. Je suis entièrement d'accord. Merci, Kiss. Oui, Bruno, donc moi j'avais une petite question aussi pour toi. C'était par rapport à un indice sur les différents indices, là, le poids des baies, le nombre de grappes, là, donc tu leur attribues un poids. Et tu as utilisé un indice où tu combines, j'ai l'impression, grappes et baies. Et je n'ai pas très bien compris, en fait, qui pèse quand même pour 20%. Et est-ce que tu peux m'expliquer Ouais, en fait, je ne me suis pas trop attardé, mais sur nos bases. Alors, moi, je suis pas un physiologiste, je ne suis pas un écophysiologiste. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'on avait une corrélation, en fait, très faible entre, alors que je ne dise pas de bêtises, entre le nombre de baies par grappe et le nombre de grappes par pied. Voilà, très faible. Alors, et je crois que c'était essentiellement sur la Syrah, moins sur le Carignan. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand moi je fais passer mon analyse de sensibilité sur cette base de données-là, ben forcément, j'ai une interaction entre le nombre de grappes et le nombre de baies par grappe. Ce qui explique, en fait, ces 20%, je l'ai mis parce que, bon, voilà, pour montrer que la somme devait être 100 et qu'on a une interaction entre deux facteurs. Et donc, ces deux facteurs combinés ont une incidence importante. Et voilà. Merci.